Merci à tous, bonjour. Oui. Effectivement, le ton est donné. Je rappelle un petit peu le débat qui va être le nôtre aujourd'hui autour de l'emploi, la construction neuve, la crise énergétique. Quel parcours résidentiel pour demain? Alors, est-ce qu'on parle de parcours? Est-ce qu'on parle de mobilité résidentielle? C'est peut-être un terme qui est un peu plus en accord avec ce qui va être dit aujourd'hui. En tout cas, le but de notre débat était de tuer un peu les idées reçues et être demain plus vertueux. Je reprends un terme cher à notre président, peut-être plus frugal, parce que j'ai entendu parler tout à l'heure de RSE et de développement durable. Est-ce qu'on est encore à l'ère du développement durable? Est-ce qu'on est plutôt sur une ère de frugalité? C'est une question qu'on peut se poser. Y a-t-il une rupture, un risque de rupture du parcours résidentiel des ménages face à la baisse de l'offre et aussi l'augmentation, on en a parlé tout à l'heure, de la flambée des matières premières? Les niveaux de tarifs sont-ils encore soutenables pour les aspirants à la propriété, les locataires? Et peut-être être ici aussi une plateforme, une ébauche de solutions au service du développement harmonieux du territoire, qui est un petit peu l'accroche d'Oloma à travers notamment le livre Trajectoire et bientôt Urgence. En tout cas, on prend conscience que tous les marchés immobiliers sont interdépendants, que ce soit le neuf et l'ancien, on l'a vu tout à l'heure, le locatif social et le locatif libre. C'est donc une table ronde au cours de laquelle on va essayer d'apporter des éclairages un petit peu nouveaux. On compte aussi sur la présence de vos questions dans la salle pour apporter un regard neuf un petit peu à nos échanges. Et pour cela, on a invité quatre invités. Là aussi, on parlait d'interdépendance, d'interaction. Je pense que tous les quatre ont leur propre vision croisée et qu'il sera intéressant de les faire échanger devant vous. Donc, Isabelle, je te prie. Pas que, un petit peu. Sur le marché locatif, mais pas que. Donc Isabelle Lefeu, je ne la présente pas puisque vous venez de l'entendre. Nous avons également invité Salvatore Iannuzzi, qui est directeur général adjoint de Nantes Métropole Habitat, en charge, je crois, de la prospection et de la clientèle, donc avec une vision prospective qui sera intéressante de croiser. Nous avons également Julien Le Gouen sur une partie plutôt entreprise, parce qu'aujourd'hui, les entreprises viennent un petit peu s'immiscer dans le marché de l'immobilier. Donc Julien, vous êtes gérant de Réno Ouest, vous êtes aussi administrateur à la Fédération française du bâtiment, et vous avez pour mission, aux côtés de Valérie Fréville, d'Evo, je crois, d'apporter un peu de sang neuf, d'apporter un petit peu puisque vous avez moins de 40 ans, ou pas loin, et en tout cas d'avoir une vision un peu plus rajeunie du milieu du bâtiment. Et pour terminer, je ne le vois pas dans la salle, j'espère qu'il est arrivé, Johan Saint-André, oui, il est là, Johan, bonjour. Johan, vous êtes, Johan, ancien directeur général du groupe AJP Immobilier. Combien d'agences AJP aujourd'hui? 80. Puis directeur général de Keller Williams, donc sur Nantes. Et aujourd'hui, je crois que vous voguez vers de nouveaux horizons en accompagnement stratégique des entreprises dans l'immobilier, mais pas que. Voilà, donc une table ronde pour échanger effectivement sur le parcours résidentiel. Peut-être pour démarrer en termes de parcours résidentiel, on parle d'ascendance puis de descendance en fonction des circonstances de vie et des besoins qui s'accélèrent. Qui doit évoluer, l'occupant ou le logement? Peut-être question à Salvatore, peut-être pour démarrer. Petite question abrupto. Oui, abrupto. Après, gérer les deux, mon capitaine. Enfin non, la question se pose, et vous l'avez souligné dans votre présentation, c'est-à-dire il y a une embolisation du système tel que parler du parcours résidentiel en secteur tendu, c'est compliqué. Puisque le parcours résidentiel, il nécessite qu'on ait le choix d'une offre et que cette offre corresponde à des attentes. On le voit bien, enfin, on va pas revenir sur l'évolution sociétale. Le logement, il doit répondre aujourd'hui à un certain nombre de critères qui permettent et de travailler au domicile, d'avoir des espaces dédiés. Donc oui, un logement qui soit dans la modularité. Et on peut déplorer aujourd'hui quand même d'avoir des constructions avec des cellules assez classiques, assez standards et qui ne prennent pas suffisamment en compte cette modularité. Mais je fais de procès à personne. On sait bien qu'en secteur tendu, l'objectif c'est de construire et de produire. Et on voit bien que le PLH cette année, il est encore loin d'être
d'avoir atteint ces objectifs, que ce soit dans le privé et le social. Je pense qu'il y a une corrélation quand même à établir entre le logement privé et le logement social. L'un et l'autre doivent fonctionner, je dirais, de manière éclairée. Et je pense que ce n'est pas l'un et l'autre en concurrence. On le voit bien, puisque aujourd'hui, avec l'augmentation des loyers, il y a un public et un effet de bord vers le logement social qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire qu'on a un public qui était dans le privé et qui vient dans le logement social. Parce que les loyers étant ce qu'ils sont dans les métropoles, un certain nombre de ménages n'arrivent plus à pouvoir se loger dans le privé. Donc il y a là une causalité, en tous les cas un effet de bord à questionner, puisqu'on embolise le système de part et d'autre. Et oui, parler de parcours résidentiel aujourd'hui, c'est compliqué. En tous les cas, il ne faut pas vendre ce qu'on n'a pas. Et voilà, je m'en arrêterai là. Je pense qu'on pourrait échanger. Mais l'embolisation, elle est liée à quoi? À une vision classique qu'on a du parcours résidentiel? Est-ce qu'il est peut-être temps de regarder un peu plus du côté des besoins, du côté des usages, l'aspect affectif aussi dans les parcours résidentiels qui bougent? Isabelle parlait tout à l'heure de l'effet post-Covid. Oui, Est-ce qu'on tient compte de tout cela aujourd'hui? Bien sûr, mais dans l'intervention précédente, et Mme Lefebvre l'a souligné, c'est-à-dire que dans le logement social, le taux d'occupation est beaucoup plus important, puisque les gens restent en moyenne 10 à 11 ans. Qui partent, enfin, le turnover est tellement faible qu'aujourd'hui on est en deçà de 8%, ce qui fait que quand je parle d'embolisation, c'est que oui, en effet, l'offre, mais l'offre c'est aussi la construction, c'est le développement. Je pense qu'il y a un tel retard dans le développement, et vous le soulignez en introduction, et quand on voit les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Une métropole qui prend 8 à 10 000, alors j'ai plus les chiffres de Laurent en tête, mais c'est relativement conséquent sur la Loire-Atlantique. Donc forcément, ces gens-là, ils doivent être logés. On sait que des métropoles qui sont attractives économiquement, elles attirent forcément, mais elles attirent aussi des ménages qui n'ont pas les ressources pour se loger dans le privé. Ou alors, il faut qu'ils sortent de Nantes intramuros pour aller sur la métropole. Ça produit aussi de la précarité, puisque quand on sort d'une ère économique, il faut pouvoir s'y rendre. Est-ce qu'on prend une voiture? Est-ce qu'on a les transports ad hoc? Il faut voir les choses de manière très, très globale et pas uniquement. Parler du parcours résidentiel, c'est prendre en considération tous ces critères-là. Et aujourd'hui, je pense que la base de la base, c'est de pouvoir construire, de pouvoir développer, de pouvoir proposer une offre diversifiée et éviter ce qu'on observe, c'est-à-dire un marché privé qui s'oriente sur des petites typologies et qui va produire, puisque quand les ménages, quand les familles s'agrandissent, il faut plus d'espace et forcément, il faut une offre qui corresponde. Donc attention aussi à ne pas surproduire une offre qui ne correspondra pas à moyen terme à un besoin plus global et notamment, je dirais, à une évolution sociétale du logement, c'est-à-dire comment le logement aujourd'hui doit répondre, je dirais, à des besoins qui sont des besoins de travail à domicile, de télétravail, de modularité des espaces, parce que oui, il y a des cohabitations qui impliquent que les familles accueillent à nouveau des enfants qui sont au-delà de la majorité. Vous analysez ces données On essaie de les analyser, c'est complexe. Alors, il y a un paradoxe quand même, c'est que dans le logement social, 45% des demandes, ce sont des personnes seules. Et 16% ce sont des ménages. Donc, on peut s'interroger aussi sur l'attractivité métropolitaine et la manière dont elle répartit ensuite sociologiquement ces populations. J'ai cru entendre, mais c'est sans doute une vision un petit peu candide, qu'il y avait un taux relativement important, enfin un taux de refus du logement social des gens qui refusaient les propositions qui leur étaient faites. Est-ce que c'est une idée reçue? Est-ce qu'il est, là aussi on parlait de tordre le cou aux idées reçues? Quelle est votre analyse là-dessus? Alors on peut tordre le cou à beaucoup de choses, en tous les cas, sur cette donnée-là, oui. Sur cette donnée-là, oui. Oui, à Nantes. Alors après, si vous suivez l'actualité, bien entendu, Nantes Métropole Habitat, c'est 25 000 logements. C'est 15 000 logements, alors 14 600 en quartier prioritaire de la ville. Vous les connaissez tous ici, je suppose, Le Breil, Dervalière, Malakoff, Clotoro. Bon, si vous suivez l'activité, vous voyez de quoi je parle. En effet, ça peut induire des refus de certains demandeurs qui ne souhaitent pas aller sur ces sites. Alors, il n'y a pas une majorité de refus, je vous rassure, parce que quand même, les lois successives, que ce soit depuis Allure et Lan, on doit proposer 3 prospects par logement vacant aux commissions d'attribution logement, et je vous garantis qu'on a largement de quoi proposer des candidatures. Il y a peu de refus. On a 80% de satisfaction.
et d'acceptation post-Caléol. Hein. Et ensuite, je crois qu'on a 10% à peu près de refus, et donc on a les classés 2, classés 3 qui acceptent. En effet, il y a un environnement qui, des fois, n'est pas super attractif. Hein. Mais pour autant, sur 2600 halls, alors je vais rentrer dans quelque chose de très imagé pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente aussi les problèmes d'incivilité et d'occupation. Sur 2640 halls à NMH, on en a 160 impactés par des faits d'incivilité et 60 qui sont vraiment cartographiés, répertoriés comme étant des sites fortement impactés, sinistrés. En effet, sur ces 60, c'est ceux dont vous entendez parler dans la presse. Hein. Voilà, c'est des adresses qui sont identifiées, connues, reconnues. Donc voilà, aujourd'hui, dire qu'il y a un taux, des refus du logement social, oui, ça existe, mais pas majoritairement. Ça, c'est vraiment une idée reçue. Alors après, en secteur détendu, vous l'avez. Parce que quand vous avez le choix, et pour le coup, là, le choix d'une offre, forcément, bah oui, on peut refuser parce que le logement devient un bien qu'on peut, un bien de consommation facile. D'accord. Quant à la pression du neuf, parce qu'on a vu que l'offre de logement neuf était un petit peu en difficulté, quelles sont les conséquences de cette baisse du neuf sur l'ancien, Isabelle? Comment on peut, par quoi ça se traduit aujourd'hui? En matière de prix ou en matière Oui, de... en matière des conséquences immédiates sur l'ancien. Ah bah, la conséquence immédiate, En termes de prix, oui, j'imagine. comme tout le monde sans doute, effectivement, dans la mesure où on a... c'est surtout un marché, je dirais, qui est porteur, en fait, plus que la diminution de biens neufs, de production de biens neufs, c'est surtout sur le marché locatif que ça pose des difficultés en matière d'occupation. Parce qu'effectivement, la propension d'investisseurs est quand même importante dans certains immeubles. Vous êtes bien placé pour savoir qu'on a quasiment 80% d'investisseurs et 20% de résidences principales. Donc c'est vrai que le marché qui est impacté sur la diminution de l'offre neuve, c'est vraiment le marché locatif, c'est les prospects locataires. Après, ce qu'on peut en dire, c'est plutôt la dynamique de la ville et puis qui porte un peu ces deux marchés anciens et neufs, qui fait qu'on a un phénomène sur... mais ça, vous pourrez le confirmer davantage justement, que moi. oui, mais on a un phénomène sur le marché de l'ancien qui, clairement, suit la tendance d'augmentation des prix sur Nantes déjà depuis 3 ans. Donc, sur 2020, vous êtes tous au fait de l'année qu'on a passée, mais c'est vrai que les prix étaient quand même... avaient été quand même... cette année, malgré tout, avait été marquée d'une augmentation quand même assez substantielle des prix, avec une tendance effectivement encore plus haussière sur la partie maison individuelle, mais une vraie augmentation déjà sur les appartements. Et c'est vrai que sur 2021, ça s'est confirmé. Même si on sent des choses qui s'opèrent là début 2022, l'augmentation des prix sur Nantes, elle est clairement existante en fait. Mais Johan, justement, sur la partie, si on regarde un peu moins les locataires, mais les aspirants à la propriété, les primo-accédants, il n'y a pas un risque de décrochage au niveau des tarifs sur Nantes? Oui, qu'on ressent déjà un petit peu, de toute façon, depuis le début de l'année 2022, là, pour le coup, avec un changement complet et radical. Pas mal de critères vont rentrer en ligne de compte, justement, dans ce changement de comportement. On a vu, évidemment, cette crise Covid qui a impacté sur la façon de fonctionner, sur les ventes et les achats dans l'immobilier dans l'ancien. Et puis, que ce soit, évidemment... l'arrivée, on va dire, massive de personnes extérieures, on va dire, à la Loire-Atlantique, qui sont venues, encore une fois, avec des enveloppes d'acquisition qui étaient beaucoup plus importantes que les ménages ligériens, on va dire, pour simplifier. Un certain nombre d'autres critères qui font que les prix continuent à augmenter. On sait aussi que le marché immobilier dans l'ancien, en tout cas d'une façon structurelle, a tendance à s'envoler un petit peu, supporté aussi par la baisse des taux d'emprunt, par pas mal de critères globaux, et qu'à un moment donné, cette bulle immobilière a besoin certainement de reprendre un petit peu de souffle. Pas mal d'indicateurs nous font penser qu'on est arrivé à ce stade-là, même si c'est un discours qu'on a eu tendance à avoir depuis 2-3 ans, où on savait que ça allait arriver, on ne savait pas trop quand, et même si on avait un certain nombre d'indicateurs, là je crois qu'on arrive à une limite. Ouais, parce que sur un parc de 37 millions de logements, je crois, 1,2 million ont été vendus en 2021, alors qu'habituellement les chiffres sont autour de 600 à 800 000 logements vendus. Quelle en est la raison? Et puis aussi, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas pour le marché? Si
Vous pouvez tenir. Ouais. Alors, ouais, deux choses. La première, oui, c'est sûr, à partir du moment où on est à plus d'1 million de logements vendus, c'est forcément une bonne chose, en tout cas pour les professionnels de l'immobilier. Oui, mais pour Dans les aspirants à la en- propriété, c'est peut-être une moins bonne nouvelle, non? Je ne sais pas. En ce qui concerne, petit clin d'œil à mes confrères professionnels de l'immobilier dans l'ancien quand même. Mais oui, oui, c'est sûr que ça devient une vraie difficulté pour trouver aujourd'hui un logement. C'est une réalité. Une particularité quand même depuis 2 ans, c'est que on a un marché dans l'immobilier dans l'ancien qui est rythmé par des temps bien importants. On sait qu'à partir du mois de septembre, octobre jusqu'à novembre, on a une grosse activité immobilière dans l'ancien qui s'estompe un petit peu évidemment, fête de fin d'année, qui va reprendre tranquillement à partir des vacances de Pâques. On est en plein dedans, donc ces différentes cyclicités annuelles existaient, étaient très marquées. Depuis 2 ans, très clairement, on n'est plus du tout tributaire de ça. Hein. On n'a plus du tout d'ambition à connaître comment va fonctionner le marché. En même temps, parfois, ça peut être très fluide. En même temps, donc c'est très difficile d'avoir une prospective aujourd'hui et d'avoir une vraie conjoncture, de vraies conjectures sur ce qui va se passer. Si vous pouvez tenir votre micro bien près qu'on vous entende Ouais. au fond. Joanne, on évoquait justement ces rythmes cycliques, mais au-delà, si on regarde sur une échelle un peu plus longue, n'y a-t-il pas une accélération des besoins, de l'adaptation des ménages à leurs besoins? Parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais je crois que les entreprises regardent de très près ce qui se passe aussi au niveau immobilier. Et si on parle des besoins fondamentaux des ménages, j'ai le sentiment qu'il y a une accélération très forte qui vient un petit peu pousser et qui peut-être fait une pression supplémentaire sur les transactions. Oui, on est bien obligé de le constater, en effet, que oui, il y a de plus en plus de mutations, donc de changements de logement, qui sont encore une fois, je crois, liés aussi au Covid, mais à l'accélération de beaucoup de choses dans notre société. La communication, l'information qui va de plus en plus vite. Et puis, par cet effet Covid, les gens sont peut-être amenés à réfléchir sur leurs conditions de vie au quotidien, peut-être à mettre de côté un petit peu plus justement le côté professionnel et à donner un petit peu plus d'importance à la vie de famille d'une part et à son environnement de vie au quotidien d'autre part. Donc on a vu très concrètement, encore une fois, des gens quitter les centres-villes de Nantes en particulier, mais des moyennes grosses villes en général, pour justement un cadre de vie un petit peu différent. Ça, j'ai envie de dire, c'est sur le côté un petit peu sympathique et bucolique de retrouver un petit peu le côté la vie à la campagne, la vie à la mer aussi pour certains. Et puis on a aussi le côté un petit peu plus délicat des divorces. Il faut le préciser, c'est aussi dans le cadre de l'immobilier dans l'ancien une question et un enjeu quand on a envie, besoin en tout cas de déménager, les divorces, de plus en plus de séparations. Et donc forcément de changement de logement. Donc l'ancien est un témoin beaucoup plus plein d'acuité de la mobilité résidentielle dans de la l'ancien, mobilité dans le neuf. résidentielle, et je vais même aller encore plus loin, j'ose dire oui, du changement de la mutation sociologique. Si je peux me permettre d'en rajouter quelque chose, il y a Bien. aussi un phénomène en fait qui consiste à avoir aujourd'hui les reventes des biens qui ont été construits sur les villes de l'agglomération par rapport au centre-ville. C'est-à-dire que il y a quelques années, on avait quand même très peu de construction, il faut quand même tous l'avoir en mémoire. Il y avait quand même massivement des habitats individuels qui étaient quand même beaucoup plus significatifs sur le marché. Et c'est vrai que là, on a les conséquences en fait d'une mutation du parc en fait. Et donc quand vous avez, au fait, ce qui est un peu nouveau, effectivement, le phénomène qu'on a constaté, c'est qu'avant, on n'avait pas autant de personnes acquéreurs qui étaient en face de nous pour se positionner en fait sur des villes de l'agglomération en appartement. C'est-à-dire que les gens, quand ils voulaient quitter Nantes centre-ville avec leurs habitudes du centre-ville, ils acceptaient de faire effectivement quelques kilomètres, alors sans parler de partir dans l'aire urbaine, mais pour un habitat individuel. Là, maintenant, le phénomène, il est en train d'évoluer. On a effectivement une accessibilité des villes, alors déjà connues, bien sûr, des villes nord, hein, c'est-à-dire tout ce qui est Saint-Herblain, Orvaux, qui était déjà bien présent au niveau de la desserte. Ce qu'on a réussi à faire avec le chronobus sur la partie est de Nantes, et les conséquences aujourd'hui, c'est maintenant qu'on les vit. C'est-à-dire que les gens, effectivement, là où je vous rejoins, c'est le côté aussi un peu, en toute transparence avec vous, insécurité qui inquiète une partie des acteurs, des acquéreurs hein, qu'on a sur notre marché, où ils souhaitent se positionner, y compris des actifs qui n'ont pas encore d'enfants. C'est ça qui nous surprend un peu. Et en fait, au lieu de rester avec
les communautés du centre-ville qu'on connaît, eh ben, ils nous disent pourquoi pas s'installer. Ils veulent un peu plus de calme, ils veulent du vert. Alors ça, c'est l'effet aussi immédiat de ce qu'on connaît d'après Covid. Hein, c'est récent de ce qu'on évoque. Mais c'est vrai qu'on a quand même plusieurs personnes qui nous disent bah, le centre-ville, oui, mais j'y travaille, donc je pourrais y venir. Et du coup, vivre au quotidien et le week-end, un extérieur leur a manqué. Le côté manque de l'extérieur pendant le Covid, je pense, a quand même quelques conséquences. Après, c'est le début. Hein. On en est au début, là, en fait. Là, on sent les prémices, si vous voulez, d'un marché qui est quand même en train d'évoluer. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a un cycle qui est quand même passé. On a été très haut et on a atteint des prix quand même en matière d'anciens qui sont très élevés sur Nantes. Certains d'entre vous ont pu faire estimer leurs biens. Si on vous avait dit il y a 3 ans que ça vaudrait ça, je pense que personne s'en serait douté. Donc on a vraiment atteint des prix très élevés. Aujourd'hui, on était sur un marché de vendeurs. Et ce qui est en train de se dessiner là, mais c'est les prémices, hein, depuis, on vous parle d'éléments de tendance de marché qu'on vit depuis un mois, c'est qu'on va passer effectivement à l'inverse, on va petit à petit glisser sur un marché d'acquéreurs, puisque déjà les acquéreurs, ils sont quand même bien moins nombreux depuis 2 mois. Pour quelles raisons sont-ils moins nombreux? Les raisons, on les connaît tous. Hein. Il y a quand même eu une fragilité en fait, du contexte économique et international avec ce qui se passe en Ukraine, les élections, donc classique élection. Quoi. Ça, c'est des phénomènes on y reviendra tout à l'heure sur les élections. C'est des phénomènes qui existent à chaque fois qu'on a une élection. Donc, mais tout ça pour dire qu'on a aussi un peu quand même les conditions financières pour nos chers banquiers qui sont dans la salle. On a un peu aussi la notion de prêt qui commence à poser quelques difficultés sur certains dossiers que sur certaines typologies, c'est-à-dire les primo-accédants, en fait. On a des conditions qui se resserrent un peu, donc, mais ça, c'est le début, pareil. Et puis pour compléter peut-être un petit peu, je crois qu'on voit déjà aussi que, que ça a déjà évolué justement par rapport à ces familles ou à ces familles monoparentales ou bref, qui ont été sur l'extérieur de Nantes pour aller chercher le côté bucolique et qui se retrouvent confrontés à une vraie réalité aussi qu'ils n'avaient pas envisagée, qui est celle que tondre la pelouse, entretenir son jardin, c'est pas la même chose qu'entretenir sa terrasse dans le centre-ville de Nantes. On connaît tous malheureusement l'augmentation des matières premières et notamment de tout ce qui est énergie donc pour les voitures. Et quand on habite à Blain alors qu'on habitait à Nantes et qu'on travaille à Nantes, bah, il faut envisager justement aussi dans le ménage un coût essence qui est aussi beaucoup plus important. Et justement, donc on voit déjà des gens qui réfléchissent à peut-être faire machine arrière ou à faire évoluer en tout cas les choses. D'accord. Mais justement, j'ai l'impression que tout ce qui touche au porte-monnaie ou tout ce qui touche à la santé a un effet immédiat sur nos besoins ou en tout cas sur nos usages. Salvatore, quelle est votre vision là-dessus, justement, porte-monnaie, santé et versus ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette frugalité à laquelle la mobilité résidentielle aspire? Et puis finalement, est-ce que c'est un vœu pieux, une déclaration d'intention sans suite, ou est-ce qu'il faudra être frugal sur nos territoires? La frugalité dans le logement social, on la connaît. Oui, mais si on regarde une vision un peu plus rehaussée, en tant qu'individu, vous? En tant qu'individu, en tant qu'individu, oui, je pense que la frugalité, elle est aussi une posture de bon sens. Enfin, et je vous rejoins. Enfin, il y a eu un effet, le bucolisme un peu conceptualisé, d'un départ vers la campagne et d'un retour. On voit bien l'effet que ça a eu aussi sur les campagnes hein, et sur la crispation du marché de ces zones-là pour les natifs. Enfin, pour les natifs. Mais, je n'y mets pas une connotation comme ça d'appartenance à un territoire, mais je crois qu'il faut toujours se méfier comme ça des effets conjoncturels qui peuvent produire des illusions, des espèces de fausses élans. Des croyances peut-être? Oui, de croyances peut-être. Dans le logement social, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi je pense que la question de la frugalité, la question de l'économie vertueuse, de fait, puisque nos modèles économiques, et j'ai mon collègue en charge de la construction qui pourrait le confirmer, on a des modèles économiques, nous, qui se basent avant tout sur un loyer de sortie. Forcément, on doit être dans une forme de frugalité, et encore, dans les secteurs tendus et métropolitains, on sait qu'on ne va pas avoir à subir et une vacance et de l'impayé, et donc, de fait, on a des courbes comme ça d'amortissement qui sont plutôt intéressantes par rapport au secteur détendu. Et j'y reviendrai, parce que la question du manque de logement, notamment dans le logement social, si on regarde la cartographie au niveau national, on a du logement vacant en France. Il y a énormément de zones où on a énormément de logements vacants, sauf qu'elles sont
pour certaines peu attractives, et du coup on peut s'interroger sur pourquoi ce développement à un instant T. C'est pour ça que la question de la conjoncture, elle est importante à observer dans le moyen et long terme. Moi je viens de la Bourgogne-Franche-Comté, où la question de la vacance et du logement inutile, qu'on ne peut même pas démolir parce que ça coûte très cher de démolir. Donc c'est des verrues dans le paysage comme ça qui demeurent. Bon, on peut s'interroger quand on observe ensuite les métropoles qui, elles, sont saturées et ne peuvent pas produire et ne peuvent pas offrir. Donc, ouais, frugalité, je pense que c'est pas un vœu pieux. Je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience globale, parce qu'en effet, on peut produire de la précarité en vendant l'illusion qu'en sortant des aires métropolitaines, on peut mieux vivre et comme ça avoir un environnement qui correspondrait à des attentes. Ce même environnement, on peut le produire en métropole. Il suffit de se donner le moyen. On peut optimiser la construction en métropole, on peut faire de la surélévation, on peut produire dans les métropoles du logement accessible. 40% des locataires dans le logement social, en tous les cas NMH, qui est un bailleur qui offre les prix les plus bas, sont en deçà du seuil de pauvreté. C'est-à-dire que 50 000 Nantais logés chez nous, il y a 40% de ces Nantais qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Donc la question de la frugalité, la question de la santé, on l'a vu pendant le Covid, ces ménages qui vivent dans les grands ensembles, c'est pas une vue de l'esprit, c'est des choses, il a fallu accompagner ces ménages. Covid ou pas, il fallait être présent. Donc il y a le marché, et je montrais, ce que vous montriez tout à l'heure, c'est assez éloquent, la ségrégation spatiale que produit l'emballement, du marché. Quand on voit les prix au mètre carré dans certains sites nantais, on peut s'interroger en se disant comment on peut parler de mixité et produire du logement social dans ces environnements quand on voit le prix au mètre carré. Alors oui, il faut savoir aussi que c'est les promoteurs privés qui produisent 75% du logement social, parce qu'ils ont obligation de produire 30% dans leur... Ok, heureusement. Si ce n'était pas normé, si ce n'était pas cadré... Et si ce n'était pas le cas, oui. Qu'est-ce que ça serait? On aurait encore plus de discrimination spatiale. Donc, interrogeons-nous collectivement, et je ne fais pas là la promotion, et je ne vais pas me transformer en Cassandre dans cette matinée, mais interrogeons-nous collectivement. Qu'est-ce qu'on produit quand on laisse le marché s'emballer de cette manière-là? Et quelle passerelle vous pouvez y voir, vous, en tant que bailleur social, vers les autres formes de logement existants? Est-ce qu'il y a des passerelles qui peuvent exister? Tout le monde parle de concertation, de dialogue. Oui, je pense qu'à une époque, quand on rentrait dans le logement social, on avait la perspective d'acquérir ce fameux pavillon, de devenir propriétaire d'un logement. Aujourd'hui, je pense, allez, 10% des locataires de logement social peuvent accéder. En métropole, je pense que le pourcentage est moindre encore. Bon, faut être réaliste. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène d'assignation qui joue en permanence et qui produit, je pense, des effets de bord sur un effet de déclassement et je dirais de rancœur à l'encontre, je dirais, d'un environnement qui n'accepte pas complètement. Et on le voit, votre cartographie, elle était très juste à ce niveau-là. Elle révèle quand même, et ça nous saute aux yeux, ou alors il faut vraiment ne pas vouloir le voir, que la ségrégation spatiale, elle est conséquente sur les aires métropolitaines. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut offrir plus de foncier, il faut construire et donner les moyens d'une construction raisonnée et vertueuse. Il faut peut-être aussi penser à la transition écologique et aller chercher du biosourcé et travailler sur ces... Voilà, il faut pas se bas carbone. Il faut à un moment donné se donner les moyens de le faire. On parlait justement de porosité des marchés, des territoires. Du côté entreprise, Julien, donc vous êtes gérant d'une entreprise de rénovation et puis également administrateur à la FFP, je le rappelle. Justement, vous, les entreprises, vous regardez un petit peu de près ce qui se passe au niveau immobilier, parce que je vois, alors, selon les chiffres URSSAF, on a une croissance en termes d'attractivité en emploi qui est bien supérieure, qui est supérieure, je crois, 1 point pour les Pays de la Loire, contre 0,6 au niveau national. Donc ça veut dire qu'on a une progression des effectifs salariés qui mérite d'avoir un logement, sauf que on ne trouve pas les logements. Donc les entreprises aujourd'hui regardent de près. Il y en a même qui, à l'égide de certains promoteurs, de certains opérateurs, construisent, et c'est l'entreprise qui devient locataire du bâtiment. Alors comment vous regardez ça, justement, cette pénurie de logements face à vous, cette activité du territoire? Alors, de très près, je vais essayer de faire un résumé de ce qui a été dit et d'apporter peut-être une autre forme de réflexion sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, le Covid a accéléré les choses, mais c'était déjà le cas. Les gens veulent quand même une maison. Ils veulent aller vivre un peu plus loin. Ils veulent quand même avoir accès
à la ville, à Nantes Centre, mais pas forcément au quotidien. Ils veulent beaucoup plus de loisirs, beaucoup plus de plaisir, ils veulent moins de transport. C'est une réalité. En revanche, les entreprises sont sur Nantes, plutôt au centre, globalement. Elles sont à peu près toutes regroupées et c'est pour ça qu'on a des va-et-vient tous les matins, alors parfois du nord au sud, ce qui pose quand même de gros problèmes sur l'agglomération. Et puis surtout, ça rallonge les temps de route. Il faut emmener les enfants à l'école, il faut aller au travail, il faut aller les chercher à l'école, etc. Je pense qu'on connaît tous à peu près tous ces problèmes-là. Et on est en train de se dire, est-ce qu'on ne va pas faire des bâtiments à côté des entreprises où on peut aller en vélo, en voiture électrique, pas trop loin, bien organisé, des petits commerces, des petits machins. Et ça semble être vertueux et écologique. Bon, ok. Sauf qu'en fait, peut-être qu'on peut se poser le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, quand j'étais tout petit, il y avait des paquets de céréales avec des... Vous savez, on partait du A, du B, du C, et comment arriver au résultat. J'ai jamais compris ce truc-là, parce qu'en fait, moi, je partais toujours du résultat, et puis j'allais trouver la bonne réponse. Je me trompais jamais, puisque je prenais le problème dans l'autre sens. Là, c'est un peu naïf, mais vous allez voir, ça marche. Et en fait, aujourd'hui, alors je vais prendre mon exemple, et puis je l'ai vraiment, parce que, pour en venir à la vraie question, hein, j'ai du mal à embaucher, parce que c'est attractif, mais ils ne veulent pas venir bosser chez moi, parce qu'ils ne peuvent pas acheter à côté, et ils ne peuvent pas vivre. Alors du coup, ils me disent, bah ouais, vous êtes gentil, mais vous êtes au Nord-Loire, moi j'habite au Sud, et puis de toute manière, je ne vais pas pouvoir acheter dans les 20 km qui m'entourent. Donc j'ai du mal à embaucher à cause de ça. Et moi, mon bâtiment, il est en face de la rue là. J'ai acheté il y a 4 ans. Aujourd'hui, il vaut entre 2 et 3 fois plus cher que ce qu'il m'a coûté. Alors on pourrait se dire, ouais, chouette, c'est une belle opération. C'est juste que aujourd'hui, je pourrais peut-être pas racheter mon propre bâtiment, et on parle de 4 ans. On ne parle pas de 20 ans de différence. C'est un vrai problème aussi pour les entrepreneurs qui veulent s'installer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, si je veux faire la même chose que ce que je fais aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai créé ma boîte, je ne suis pas capable de m'installer là où je suis installé, et j'arrive pas à embaucher. Et comme je n'ai pas mon historique, bah, je suis personne, concrètement, je suis auto-entrepreneur et je ne crée pas d'emploi. C'est malheureux tout ça. Alors la solution on est suspendu. Hein. Et ben en fait, alors oui, et si je précise autre chose, pour m'adapter à ça, parce que c'est une vraie chose importante, pour faire venir les gens de plus loin, j'ai décalé mes horaires pour la plupart de mes salariés et j'ai enlevé les horaires pour mes salariés. C'est-à-dire qu'on est dans le bâtiment, on fait que de la rénovation, on va chez le particulier, ça fait maintenant 7-8 ans qu'on fait ça. Je les fais démarrer à 6h du matin et je les fais finir à 14h. Alors qu'avant, on démarrait à 8h parce qu'on allait chez le particulier et puis qu'on finissait sur les coups de 17h. Ce qui fait qu'ils ont une route beaucoup plus confortable le matin et ils ont une route beaucoup plus confortable l'après-midi. Ils se lèvent un peu tôt, mais en plus, ils ont leurs après-midi de disponibles. Ce qui fait que je suis obligé de compenser tout ça par une adaptabilité que l'entreprise doit avoir. Voilà. Donc, ils trouvent leur compte et je leur apporte un autre confort que ça et ça leur permet d'acheter des maisons un peu plus loin. Typiquement, j'ai une secrétaire qui a acheté à Barbechat alors qu'on travaille jusqu'ici, une autre qui cherche à Carquefou. Pour le coup, elle ne trouve pas. Dans son budget, bien évidemment. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent d'aller bouger les entreprises dans ces zones où il y a des logements un peu moins chers ou vacants? Est-ce que ce n'est pas à nous, entrepreneurs, de se dire que la visibilité qu'on avait sur une façade, on ne peut pas aujourd'hui l'avoir sur Internet? Parce que tout à l'heure, c'était dit, la visibilité, elle ne se fait plus forcément en physique. Donc on peut avoir un dépôt qui est moins joli d'extérieur. On peut avoir une visibilité qui est différente parce que via le web, et du coup faire des départs d'entreprise ou des arrivées à l'extérieur. Et c'est pas au logement de dire on va aller là où il y a de l'activité, c'est peut-être à l'activité de se dire on va aller là où il y a des logements, ce qui peut redynamiser des petits bourgs qui aujourd'hui périclitent parce que c'est les grandes villes qui prennent, mais on voit bien l'engorgement que ça a. Et concrètement, on veut aller en ville le samedi, c'est une vraie galère. On veut aller à Atlantis le samedi, c'est une vraie galère. On veut aller au spectacle, c'est une vraie galère. Donc tout ça devient compliqué. Et là, pour l'écologie, on est à côté de nos pompes. Parce qu'on fait faire des tours de périph' à peu près à tous les gens qui vivent chez nous. Bon, si on parle Donc ce changement de paradigme, justement, il fait aujourd'hui changer un peu les usages, puisqu'on voit en Vendée, notamment, même à Machecoul, où des tiny houses sont construites à côté des entreprises. Des initiatives privées entre opérateurs, je l'ai dit tout à l'heure, et entreprises sont mises en place. Mais il y a aussi Action Logement qui pourrait
n'y a-t-il pas une possibilité de partenariat avec des entreprises et Action Logement pour qu'à un moment donné, on se construise là où il y a de l'emploi? Ce serait génial de se dire. Vous avez un voisin à droite avec qui vous pouvez dialoguer, mais on ne va pas le faire là, mais ce serait génial. Mais justement, on est parfois dans des visions classiques de marché, de territoire. Vous parliez de frugalité, des tours de périph'. Est-ce qu'à un moment donné, on peut créer de nouvelles passerelles de cet ordre-là, comme celle que vous décrivez? Mais je pense qu'il faut regarder la périphérie, répondre à la demande des gens qui veulent des maisons, parce qu'il y a une vraie demande aussi. C'est difficile de leur dire c'est fini la maison pour tout le monde, maintenant ça va être du vertical. Sûrement pour certains, voilà, mais pas pour d'autres. Et aujourd'hui, on le voit à Paris. Paris ne se vide pas, mais les Parisiens arrivent, parce qu'à un moment donné, ils veulent retrouver un peu de verdure. Alors, l'inconvénient, c'est qu'ils viennent avec leur pouvoir d'achat, et concrètement, ça fait augmenter le prix des maisons. Donc c'est peut-être à nous de réfléchir à ça, de dire on va bouger les entreprises qui peuvent se délocaliser, aller au plus près des campagnes, c'est un bien grand mot, parce que c'est la périphérie, ni plus ni moins, et de retrouver un confort de vie au quotidien avec cette proximité qu'est Nantes. Parce qu'aujourd'hui, si on veut aller à Nantes 2 fois par semaine, c'est pas gênant, mais c'est un peu ridicule d'y aller au quotidien pour perdre du temps, de l'argent et de cramer de l'essence inutilement. Est-ce que, Salvatore, Action Logement pourrait être justement a une capacité de réflexion puisqu'on confie des opérations à des opérateurs privés, sans doute aussi sur du logement social, est-ce que Action Logement pourrait être moteur de solutions telles que le préconise Julien? Alors moi, je ne suis pas représentant Non, mais oui, vous ne l'êtes pas, mais vous avez une vision en tant que bailleur social qui vous permettra de répondre. Il y a les 1%, le collecteur qui peut être un levier, un instrument pour produire du logement. Après, il peut y avoir aussi dans les petites communes de périphérie, je l'ai connu par ailleurs, un travail avec un office public de HLM et la collectivité pour construire, pour produire du logement à destination. On a un peu oublié de le faire, ça. On l'a beaucoup fait dans les années d'après-guerre, 60 jusqu'en 70, où on a produit énormément de logements sociaux, même dans des communes rurales. Et on le voit aujourd'hui, par contre, quand le segment économique s'assèche, ou pour le coup, ça fait des logements qui restent et qui ne sont plus productifs en tous les cas. Alors, il y a toujours une crainte de produire et de surproduire. Je pense qu'il faut produire raisonner. Alors après, sur ce que vous disiez par rapport à aller sur les petites villes périphériques pour pouvoir bénéficier et profiter d'un cadre de vie, ok. Mais on peut aussi imaginer un logement beaucoup plus confortable en hypercentre, qui réduisent aussi un maximum de déplacements pour les personnes qui travaillent dans cet environnement, et avoir un rapport à l'extérieur, avoir un rapport au loisir un peu différent. C'est-à-dire construire l'infrastructure qui permette d'avoir ce bénéfice au loisir sans pour autant aller sur, quand on parle de ne pas artificialiser, on rejoint, il faut laisser les terres agraires à ce qu'elles ont comme vocation initiale. Ne pas les construire, ne pas vouloir développer, ne pas vouloir préempter comme ça sur, je dirais, un environnement dont on doit pouvoir utiliser pour d'autres choses que de la construction et du développement. Donc je pense qu'il y a une dimension du développement métropolitain, et on parlait tout à l'heure du parcours résidentiel, mais surtout de l'offre. Comment on diversifie l'offre, comment on la rend plus attractive, comment on fait que vivre en ville, ça peut être très sympa, avoir des logements qui peuvent être tout à fait agréables à vivre, et puis aller sur l'extérieur avec des moyens qui ne sont pas forcément la voiture, mais qui peuvent être des moyens de locomotion vertueux. Enfin, là-dessus, je pense qu'il faut qu'on repense aussi notre rapport à la campagne, notre rapport au trait de côte, notre rapport... Voilà, ça ne peut pas être que le marché, et je dirais le portefeuille qui désigne qui a le droit et qui n'a pas le droit. Moi, c'est un peu là-dessus que je m'insurge, et je me dis, attention, on a tous le droit. Après, en fonction de ses moyens, en fonction de son appétence, des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller en ville ou qui n'ont pas forcément envie d'aller à la campagne, mais il faut qu'on trouve comme ça des points d'équilibre et qu'on se donne les moyens infrastructurels de pouvoir bénéficier. Et là, je pense que la question du logement et du développement de l'infrastructure va de pair. On ne peut pas développer du logement sans considérer tout ce qui va avec. Vous parliez du soin, de la culture, de l'éducation, et tout. Voilà, c'est toujours... Enfin, dans les années 70, on appelait ça le ministère du Plan. Aujourd'hui, on appelle ça l'aménagement. Enfin, restons aussi sur des considérations qui sont globales, qui sont multi-entrées, comme ça, pour se dire, quand on développe du logement, pourquoi on le développe, pourquoi c'est plus nécessaire de le faire ici que là. Enfin bon. Isabelle, je sens que vous avez envie de réagir. Oui. Moi, je voulais juste en fait rajouter quelque chose, parce que c'est vrai que c'est
faudrait aussi qu'on ait une démarche à un moment donné de réanalyser les besoins et les attentes. Parce qu'en fait, comme vous le disiez à l'instant, monsieur, c'est qu'on a quand même des usages et des attentes qui sont en train d'évoluer depuis maintenant plusieurs années sur Nantes Agglo. Et dans le concept qui consiste à dire que tout le monde veut vivre en centre-ville et que ce serait effectivement normal de pouvoir donner cette accessibilité à tous, attention, j'attire l'attention sur le fait que c'est peut-être pas les attentes de tous. Donc il faut juste effectivement œuvrer, mais il faut penser justement aux attentes de tous. Et aujourd'hui, quand on prend un peu de recul, c'est à quel moment on a fait des études pour dire qu'est-ce que souhaitent aujourd'hui les personnes qui vivent à Nantes et où ils en sont dans leur parcours justement de vie, tout simplement. Hein. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on a une agglomération qui est ultra dynamique. Donc quel type de population aujourd'hui est en train de s'installer à Nantes? Et quand vous avez 40 ans, 2 enfants et que vous avez 20 ans, vous n'avez pas les mêmes attentes. Et même chose à 60. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui compose en fait le marché, si vous voulez, des acquéreurs et des locataires de Nantes? Et donc du coup, de facto, je pense que les besoins et les attentes vont être différents. D'où la question que vous évoquez, peut-être. En fait, moi, je pense tout bonnement que c'est pas opposable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent vivre en ville, d'autres à la campagne. Et qu'aujourd'hui, il faut essayer de répondre de ces deux manières-là. Et je disais pas forcément urbaniser toutes les campagnes. Parce que vous le disiez, il y a des maisons, elles sont là, elles valent un peu moins cher, elles sont accessibles. Si les entreprises étaient plus près, en fait, ce serait un bénéfice. Et il y a sûrement des zones industrielles d'ailleurs qui ne sont pas exploitées parce que les entreprises n'y sont plus. Donc il n'y a pas forcément besoin de construire, sûrement de réhabiliter, d'un peu réorganiser. Et ça éviterait beaucoup de déplacements qui vont et qui viennent de la campagne au centre. Encore une fois, on ne va ni vider Nantes pour le raser, ni remplir les champs de petites maisons. La caricature, ça, je ne dis pas que vous caricaturez, mais cet exode qu'on souhaiterait de la métropole vers les campagnes, en se disant, je pense qu'il y a des points d'équilibre. Et il y a un principe que vous abordiez à l'instant, c'est celui de la réversibilité. On n'a pas les mêmes besoins à 20 ans qu'à 60. Et à un moment donné, quand on veut revenir en ville, c'est aussi par rapport aux services. Je pense que c'est l'infrastructure qui décide un peu de tout. Si vous avez l'infrastructure scolaire, santé, culture, vous pouvez être sur des périphéries métropolitaines. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous allez vers l'extérieur, c'est que vous avez les moyens aussi de revenir sur l'hypercentre. Et on le voit, les ménages qui se précarisent parce qu'ils vont sur l'extérieur, parce que le prix du foncier est pas cher, parce qu'ils peuvent faire construire, ils se retrouvent ensuite avec 2 voitures, avec 2 collèges et une primaire, et ils n'arrivent plus à le gérer. Et ça précarise complètement les ménages. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir, et je vous rejoins, oui, en effet, il faut peut-être réanalyser le besoin. Je ne suis pas un pro-métropole, et je suis pas, mais je me dis, il faut pouvoir avoir une bonne lecture des besoins et de la production autour de ces besoins. Et je pense que la métropole pourrait jouer un rôle beaucoup plus important sur l'offre si cette offre était moins chère et qu'elle permettait à ces ménages qui vont à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas d'autre choix économique que de le faire, que de rester sur la métropole et de pouvoir bénéficier des services tout en ayant des loyers qui sont raisonnables au regard, je dirais, de leurs moyens. Enfin, moi, je ne dis pas plus que ça. Après, le rapport à la campagne et à l'extérieur, encore, c'est un choix personnel. Enfin, moi, là-dessus. Johan, si je peux me permettre, ouais, je pense que ça va même encore un petit peu plus loin que ça. C'est que là, en fait, la société nous met devant une réalité que l'inertie de la construction d'un bâtiment. Et que notre société bouge de plus en plus vite, de plus en plus loin, et a besoin et envie de bouger de plus en plus vite. Donc si aujourd'hui on met sur la table quelque chose qui peut avoir, un projet qui peut voir le jour dans 2 ou 3 ans, je pense qu'on sera même déjà en retard sur ce qui va se passer. Et ça, c'est une réalité de plus en plus prégnante, parce que justement la société bouge de plus en plus. Alors, la question... Ce sont les usages versus législation, en fait, le volet législatif. La loi est peut-être trop normée, trop contraignante, non ? Trop, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est très normée et relativement contraignante. Est-ce qu'elle l'est à juste titre ? À mon avis, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on va se retrouver, structurellement parlant, confronté à cette société qui bouge et qui est mobile de plus en plus rapidement et de plus en plus vite, à cette inertie qu'on a dans la construction et même dans l'aménagement du territoire en général. D'accord. Avant de conclure, parce que pour laisser un petit peu un espace question, là, on vient donc de vivre les élections présidentielles. On en a pour 5 ans, si je puis dire. Enfin, même pas si je puis dire. Un avis de chacun, là, un petit quiz, puis après une question à chacun. Mais en petit quiz, est-ce que vous pensez que dans les 5 ans à venir,
il y aura une adéquation, un ajustement entre l'offre et la demande en logement? Oui, non. Rapidement, Isabelle. D'accord. Donc, ok, perplexe. Perplexe, c'est un vote blanc, ça compte pas. Salvatore? 200 000 logements à construire, il y a un besoin énorme. Oui. Après, la question va se poser, on va avoir de nouvelles normes, forcément, puisqu'on va avoir un nouveau ministre qui va vouloir marquer, je pense, donc on va avoir un élan 2 avec... mais la question se posera un peu différemment. Moi, je vous rejoins. Enfin, à un moment donné, il faut se poser la question de l'inertie, de ce dont on a besoin et comment on se met en ordre de marche pour rétablir certains équilibres entre privé et public, comment on travaille main dans la main de manière à ce que les choses soient pas que vertueuses, mais raisonnées, et puis que ça réponde aussi à un besoin demain. On ne peut pas continuer de considérer qu'il y a une partie de la population qui ne peut pas avoir accès parce qu'économiquement, elle ne dispose pas des moyens. Enfin, c'est un truc qui est quand même assez grossier quand même. Dans la lecture qu'on peut faire, on parle d'évolution sociétale, considérons, et quand on regarde les élections qui viennent de se passer, elle traduit d'elle-même cette fracture. Donc on est un des leviers, le logement en tous les cas, l'habitat et son environnement, doit pouvoir contribuer à générer comme ça de l'équilibre. Et si vous aviez une idée à proposer à notre nouveau ministre du Logement? Moi, j'en garderais bien, je passe. D'accord. Julien, je pose la question. Ajustement, offre, demande, oui, non? On serait dans un deuxième débat. Et Ouais. je pense On fera c'est peut-être. important d'avoir la salle qui réagisse plutôt à nos propos. Non. D'accord, on va essayer. Non, moi je pense qu'il faut faire confiance à l'adaptabilité humaine et qu'on est toujours rendu à dire comment ça va se passer. Je ne pense pas que la moitié soit dehors dans 3 ans. Effectivement, c'est pas tant un conseil moi que je pourrais donner ou un avis, ce serait quand même très prétentieux, mais je crois que ces situations-là vont nous obliger à faire preuve un peu plus de pragmatisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même sur une forme de... Alors, ça pourrait sembler être un gros mot dans ma bouche, mais une forme de bien-pensance collective. Il y a quand même de beaux discours, mais il n'y a pas forcément de belles actions en face. Alors, moi, j'aime bien imaginer mes propos, et puis je vais essayer de faire très 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 court. Il y a un truc, quand on tape sur Google les produits les plus écologiques de France ou du monde, on a une liste, et puis dans la 5 ou 6e, il y a les fourchettes ou les gobelets d'ailleurs, les fourchettes en bois. Voilà. Alors, je vais vous expliquer, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, depuis que la fourchette existe, elle est en acier, en inox ou en argent. Elle se lave, elle se réutilise. Ça, c'est du pragmatisme. On a, depuis quelques années, utilisé des fourchettes en plastique. C'est pratique. Et les deux intérêts de celle-ci, c'est qu'elle fait l'aller, elle ne fait pas le retour du pique-nique, et on ne la lave pas. Mais ça finit dans la planète, et c'est pour ça que c'est absolument interdit aujourd'hui. Les verres, c'est la même chose. Et les bien-pensants, mais des industriels, ont inventé un produit écologique qui est la fourchette en bois. Alors, elle est lavable et réutilisable un petit nombre de fois. Je vous rappelle les deux intérêts du plastique. On ne la ramène pas et on ne la lave pas. On a inventé un produit qu'on doit ramener et qu'on doit laver, mais qui est jetable. Et si on la met dans la nature, certes, elle se biodégrade, mais franchement, c'est pas très propre d'avoir des fourchettes dans la nature. Donc, en fin de compte, si on reprend un peu tout le truc, on se dit que quand on va pique-niquer, on prend sa fourchette de chez soi, on l'amène, on la ramène, on la lave. C'est du bon sens. C'est du bon sens. En fait, le produit le moins écologique du monde, c'est la fourchette en bois, puisqu'elle a été produite, pensée, transportée, achetée, jetée. Et en plus recyclée, parce qu'elle est certes biodégradable, mais on ne veut pas l'acheter, parce qu'on est avec notre conscience, et en plus, on va la faire recycler par un tiers. Et votre métaphore, si on l'applique au logement ou à le logement, on peut une recommandation qu'on pourrait avoir? Moi, je travaille dur pour ça, c'est de peut-être penser à faire du logement durable. Parce que la fourchette en bois, tout à l'heure j'ai entendu les biosourcés, des choses comme ça. J'étais en train de lire ce matin tout un rapport sur le biosourcé et toutes les contraintes que ça génère. Vous voyez, la fourchette, c'est une belle idée. Hein. Mais on se rend compte qu'in fine, c'est une fausse bonne idée. Une fausse bonne idée. Oui. La maison biosourcée, la maison en bois, c'est un peu comme la fourchette. On la lave un nombre de fois, mais à un moment donné, elle se biodégrade, quoi. Donc, peut-être essayer de penser à faire du durable. J'étais encore sur Paris la semaine dernière, et quand on voit les bâtiments extraordinaires qui ont des centaines d'années, ils sont encore là. Ils n'ont pas été recyclés, puis on ne compte pas le faire. Et la logique, le pragmatisme qu'on devrait peut-être avoir dans le bâtiment, c'est de se dire qu'on va construire des maisons ou des bâtiments
qui vont durer dans le temps, avec des produits, certes, qui ont demandé une énergie à la fabrication. Alors, c'est pas, ça pollue un peu, mais le verre est un très bel exemple. Ça, c'est pareil. Vous allez dire que je parle de couverts et d'assiettes tout le temps, mais chez soi, je pense qu'on ne cherche pas à sauver la planète en buvant dans des verres en carton. En fait, on le fait dans des verres en verre. Quand on regarde l'impact écologique à la fabrication d'un verre en verre, il est catastrophique par rapport à un verre en carton. Sauf qu'il est tellement réutilisable que, in fine, c'est la chose la plus écologique du monde. Ça ne devrait pas exister. Voilà. Donc, on veut faire bien, l'idée est bonne, mais le résultat est pitoyable. Et dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. Si on fait du... Très bien, ce sera presque une conclusion qu'on laissera peut-être à Johan, mais oui. J'espère que ça va susciter des questions. Johan, Je vous laisse répondre. non, votre temps de part. Non, Johan, peut-être, voilà, ce sera la conclusion de notre débat, mais elle mérite d'être posée, effectivement, sur la durabilité. Ouais, ma petite conclusion peut-être merci pour cette belle métaphore en tout cas. C'est peut-être en effet de ne pas aller sur une fourchette en bois, mais peut-être sur un couteau suisse qu'on garde dans la poche et qui nous permet de voyager peut-être à travers le monde et de pouvoir emmener ses loisirs, ses activités, ses enfants, bref, à droite, à gauche. Donc peut-être avec des plus petits logements, mais avec plus de logements. Et on le voit avec de plus en plus de personnes qui ont un petit logement principal et qui achètent une deuxième petite résidence secondaire plutôt que d'avoir un seul et unique grand logement. Donc peut-être... Les usages changent, nomadisme et frugalité, quoi. Voilà. Écoutez, merci, Madame, Messieurs, pour cette conférence. Avant de passer Ah oui, il y a peut-être des questions dans la salle. Voilà. Il y a des questions, quand même. Au moins une question. Au moins une. Une question pragmatique pour savoir si le logement, ça se déplace ou ça ne se déplace pas et ça peut se construire en un claquement de doigts pour répondre aux besoins. Alors effectivement, les besoins, je me permets de faire une question sans un seul affaire, mais effectivement, l'adaptation des besoins, la capacité à avoir de l'offre au bon endroit, effectivement, les prix qui augmentent, tout ça, je pense que la baguette magique, on ne l'a pas, mais la production de logement, elle est à la peine. Donc ça induit toutes ces difficultés. Mais je vois qu'il y a une question là-bas. Alors, encore quelques minutes. Petit pitch d'une start-up sur, là aussi, un peu de data. Et puis, cocktail des déjeunateurs jusqu'après. La question, oui. Oui, rapide. Olivier Joachim, directeur régional Action Logement. Vous avez cité Action Logement. Je voulais juste préciser que, effectivement, on est un acteur qui constate le déficit de logement. On a aujourd'hui des entreprises qui sont adhérentes à Action Logement, dont les salariés ne peuvent pas se loger. Ils ont un salaire, ils ont des revenus et ils viennent squatter les agences Action Logement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver à se loger sur la métropole, mais pas que. Sur des bassins d'emploi. On a aujourd'hui des difficultés à loger des salariés que les entreprises souhaitent recruter. Alors il y a tout un système, il y a tout un tas de freins à pouvoir loger ces salariés. Dans le logement social, on est sur l'ancienneté de la demande, qui est un grand principe du logement social. Or, les entreprises recrutent hors des bassins d'emploi. Donc on a des salariés qui viennent hors des bassins d'emploi, qui n'ont pas d'ancienneté de la demande et qui ne sont pas prioritaires pour se loger. C'est un des phénomènes que nous constatons. Donc on a vraiment une difficulté. Les entreprises aujourd'hui peinent à recruter et les salariés qui arrivent pour répondre à ces emplois ont du mal à se loger. Alors je le disais, on est un des acteurs de la chaîne et c'est un peu la synthèse que je ferai des débats. Les besoins, ils sont multiples, ils sont en métropole, ils sont hors métropole, ils sont dans du logement individuel, ils sont dans du logement collectif. L'accès aux services est primordial, en particulier pour les jeunes salariés ou pour des salariés plus précaires qui ont besoin d'être près des services, et ce n'est pas toujours le cas en milieu rural. Pour autant, Action Logement, on essaye de jouer sur tous les leviers, d'accompagner les bailleurs sociaux sur la métropole. Il y a 7 milliards d'euros qui ont été mis dans le cadre d'un plan d'investissement volontaire pour financer de la rénovation énergétique, pour remettre des logements sur le marché, et également de la production de logements. Les coûts de construction, la difficulté d'accès au foncier ont fait des équipes d'opération plus compliquées. On apporte maintenant de la subvention. C'est un modèle qui ne durera pas non plus, hein. Il y a un moment où on ne pourra pas faire que de la subvention. Et puis on essaye aussi de travailler des dispositifs un peu plus innovants
Action Cœur de Ville, on est un des partenaires du dispositif Action Cœur de Ville pour aller produire dans 222 villes en France, dont on a la chance en Pays de la Loire que ce soit également des bassins d'emploi, les Herbiers, Cholet, Saint-Nazaire, pour ne citer que cela, produire une offre nouvelle en cœur de ville. On réfléchit aussi à d'autres dispositifs, le Corpo Working, qui est un mixte entre mettre une partie de l'entreprise proche des bassins de logement, c'est-à-dire délocaliser un peu une partie de l'entreprise. C'est un dispositif qu'on est en train de réfléchir, louer pour l'emploi, d'autres dispositifs pour remettre des logements. Voilà. On est un des acteurs, vous avez cité notre nom, donc je voulais préciser cette intervention, mais évidemment qu'on n'a pas la solution, on peut être un facilitateur sur certains projets, on essaye de l'être. Très bien, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'Action Logement pourrait être aussi un des acteurs autour de la table ronde pour répondre aux besoins des entreprises sur la construction de nouveaux logements. Tout à fait. Okay. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? On redonne... Merci à nos intervenants. Merci à tous les quatre. Un petit peu de patience avant le cocktail. On peut les applaudir, oui. Parce que ce n'est pas un exercice toujours très aisé. Et on avait un temps de parole assez court sur un débat aussi dense.